Ne vous en faites pas si vous n'avez pas reçu encore votre note pour la phase préliminaire, c'est normal. Anciennement, je faisais la correction, puis au fur et à mesure, je rentrais les notes et je recevais une multitude de miaux me disant: Hey, c'est normal, il y a une moyenne de groupe, mais j'ai pas de notes. Donc, j'attends d'avoir tout terminé pour remettre les notes dans Léa. Donc, ne vous en faites pas si vous avez toujours pas de notes. Ça va être là cet après-midi. Je termine ça aujourd'hui. Donc, j'ai déposé dans Léa un document. Je vais revenir à Léa. Voilà. Ce que je disais tantôt, ça, il y avait des lenteurs dans le système ce matin. Il déconnecte même les séances avec Léa et tout ça. OK. Donc, dans Léa, ce que j'ai fait, j'ai déposé les demandes du Courneuf. On ne les avait pas la semaine dernière, à l'occurrence, par rapport au plafond, qu'est-ce qui était les critères, puis plan de besoin électrique. Donc, j'ai déposé dans Léa ce document-là que vous pouvez consulter. Aujourd'hui, je veux faire la lumière un petit peu sur les différentes nomenclatures, le bordereau de porte. Donc, essayer de régler les problématiques. J'ai vu à travers les différentes maquettes plusieurs façons de faire ou d'utilisation des différentes nomenclatures et étiquettes. Donc, je veux faire un point, c'est un point important, donc je vais aller vous montrer ça. Donc, c'est notre but aujourd'hui, c'est de faire vraiment régler le cas des nomenclatures et tout ce qui concerne les étiquettes et les symboles. Donc, je vous ai fait dans OneDrive un petit document qui s'appelle Bordereau PEDEX 2, Bordereau de quincaillerie. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez prendre le tableau de porte, le tableau de quincaillerie et les amener dans votre projet. Donc, le tableau de quincaillerie, évidemment, c'est juste du texte. Donc, vous allez le mettre directement sur votre mise en page. Le tableau de quincaillerie, c'est une nomenclature. Donc, quand vous allez le copier dans votre projet, il va s'ajouter à votre liste de nomenclature. J'ai apporté quelques correctifs dedans puisque le tableau de porte initial ne gérait pas bien les différentes hauteurs, largeurs de porte, puis aussi les informations dans le tableau. On avait de la difficulté à les entrer. Donc, bien important d'utiliser le tableau de PEDEX 2 que vous allez retrouver dans OneDrive. Donc ça va être pour le bordereau de porte. Je vais faire un petit exemple de ça, prime abord. Je me suis dessiné juste quelques pièces pour vous montrer, puis quelques portes pour vous montrer un petit peu comment le tableau fonctionne. OK? Donc, je n'ai pas pris le projet que vous avez présentement en main. L'idée, c'est de comprendre la dynamique, comment le tableau fonctionne en fonction des portes. Donc, évidemment, prime abord, vous avez numéroté vos pièces, vous avez numéroté vos portes aussi. Donc, les étiquettes ont été positionnées. OK? Donc, j'ai juste quelques portes. Puis moi, ce que je veux faire, c'est de venir attribuer à chacune d'entre elles les différentes spécifications, que ce soit par rapport aux matériaux finis et quincaillerie et autres. OK? Donc, les informations que vous retrouvez dans le PDF du jeu de plan, on peut s'y fier. Donc, on va rentrer, si les portes sont en acier, etc. Donc, ça, on peut les rentrer d'emblée. Donc, évidemment, si on a apporté des changements au niveau des largeurs de porte, ben, ça se peut que dans le tableau du PDF, ben, ma porte, elle faisait 32 pouces ou 30 pouces au départ. Si on a mis une porte de 36, c'est votre information qui compte. OK? Donc, le PDF est là juste pour nous guider un peu à savoir qu'est-ce qu'on va indiquer dans le tableau, mais les informations finales, c'est votre dessin, c'est votre maquette qui prime. Donc, si vous avez mis des largeurs, hauteurs différentes, ben, c'est normal que dans le tableau, ça soit indiqué autrement. OK? Donc, le tableau fonctionne, je sais que vous en avez fait un sur AutoCAD, je pense, là, dans votre cours d'éléments d'architecture. Donc, si je viens chercher celui que je vous ai préparé, donc dans les bordereaux de quincaillerie,
Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Excuse-moi, Claude. Oui, Il serait dans quelle section sur OneDrive? Je ne trouve pas. dans OneDrive, tu vas l'avoir bordereau de porte et quincaillerie, un petit dossier dans lequel tu vas retrouver le document. Excuse-moi, j'étais déjà dans Famille Revit. Là, OK. Il y a plusieurs répertoires là-dedans, effectivement. Donc, bonne remarque. Bordereau des portes, là, c'est le dossier à aller chercher, à télécharger. Par OK. exemple, ça me dit quand que je loue que il se peut que cet élément n'existe pas ou qu'il ne soit plus disponible. Cet élément a peut-être été supprimé ou expiré ou vous n'êtes pas autorisé à l'afficher. OK. C'est bizarre. Le répertoire, c'est bien bordereau des portes et de quincaillerie. Initialement, il y en avait un qui c'était juste bordereau, porte, quincaillerie. Ouais, Donc, ce répertoire-là, exactement. Ça, je peux effectivement, te a le été montrer. supprimé ce matin. J'en ai mis un nouveau. Donc, assure-toi d'être dans le bon répertoire. Le document est disponible. Il a été déposé il y a 19 Ok, ouais. minutes, celui-là. Donc, la façon que le tableau fonctionne, il va aller chercher évidemment le numéro d'étiquette de vos portes automatiquement. Il va aller chercher automatiquement la circulation de quelle pièce vers quelle pièce, évidemment. Si il y a une pièce qui n'est pas numérotée, par exemple, vous avez un corridor, c'est la porte d'issue. Si vous n'avez pas numéroté le corridor, ben, il va laisser l'espace vide. Donc, c'est à vous de placer une pièce dans votre corridor commun si jamais vous ne l'avez pas fait. Au niveau des types de portes, bon, la section type de porte, c'est en fonction des élévations qu'on va avoir à faire. Donc, si on a 4 élévations, on a 4 types de portes, A, B, C, bien, ça va être à nous de déterminer quel type, donc en fonction de l'élévation, quel type de porte je vais avoir. Il va aller chercher la largeur de l'ouverture. Donc, si j'ai une porte double de 6 pieds, 7 pieds, 5 pieds, il va indiquer la largeur totale de l'ouverture. Si j'ai une porte bon, de 32 pouces, ben, il va l'indiquer évidemment. Mais si j'ai une porte double, faites-vous-en pas, il va indiquer la largeur d'ouverture et c'est normal. Okay? Il va vous indiquer la hauteur par défaut, puis l'épaisseur de la porte. Okay? Vous avez une porte en verre. Plusieurs m'ont dit, ouais, mais mon verre, il a un demi-pouce d'épaisseur. Mais n'oubliez pas que votre porte, il y a un cadre, soit en acier ou en aluminium, dans le bas et dans le haut. Bien, c'est cette épaisseur-là que le logiciel va aller chercher et il va vous indiquer l'épaisseur de la porte proprement dit. Les sections plus de matériaux infinis, ben en fait, ça va être des zones que vous devez remplir. Donc, quand vous entrez une valeur, vous écrivez ce que vous voulez avoir et par la suite, vous allez avoir le choix de ce que vous avez déjà écrit. Si c'est un autre matériau, vous pouvez l'écrire automatiquement. Donc, vous pouvez écrire ce que vous avez de besoin. Donc, toutes les sections matériaux finis, c'est à nous de remplir l'information. Ces informations-là vont se retrouver où au final? Bien, c'est en fait, si je clique dans mon tableau, dans mon plan de construction sur ma composante, puis je viens cliquer sur modifier type, bien, vous allez voir que toutes les informations que vous allez rentrer dans le tableau vont faire partie maintenant de la famille de portes que vous êtes en train de traiter. Donc, bon matin, Elfie, Caroline. Donc, le tableau de portes et quincaillerie, bon, c'est carrément de la spécification à faire. Plusieurs sections vont se remplir automatiquement en fonction des portes que vous allez avoir sélectionnées dans votre projet. Évidemment, si vous prenez la nomenclature qui était inclue au gabarit, bien, les sections largeur, hauteur, épaisseur, la plupart ne s'entraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient l'information de la famille et certaines familles de portes ne sont pas bien constituées. Alors, j'ai changé les libellés de chacune des colonnes pour aller chercher l'information de, en fait, de la modification du type que vous avez fait. Si vous avez changé la largeur de la porte à 30 pouces ou à 32 pouces, bien, initialement, dans le tableau d'origine, il n'allait pas chercher ces informations-là.
Donc maintenant, avec le tableau mis à jour que j'ai fait, il va aller chercher les informations automatiquement. Donc, à nous de remplir les sections ultérieures. Donc, on est rendu à type de cadre. Mais le type de cadre, dites-vous que c'est en fait, si j'ai une porte en acier, ben, je vais avoir un type de cadre, soit en acier, en bois, peu importe. C'est à moi de déterminer le type de cadre que je vais avoir. Donc, je pourrais avoir plusieurs types dans mon projet en fonction des types de portes que je vais avoir. Donc, si j'ai une porte coulissante puis je n'ai pas de cadre, ben, la section type de cadre, ben, je mets un petit tiret, il n'y a pas d'information. Si j'ai un cadre en acier, un cadre en aluminium, je vais indiquer le type de cadre en fonction du format de cadre que je vais avoir. OK? Donc, C1, C2, C3, C4 en fonction euh, du type de porte que je vais avoir et du type de cadre que je vais avoir. Donc, c'est à moi de définir et d'identifier en fait le type que j'ai de besoin en fonction de la représentation graphique de la famille que j'ai insérée. Okay? Donc, si je regarde dans mon plan, si je reviens à mon plan de l'existant dans mon cas, je vois ici, j'ai une porte en acier plein, bien, le cadre va être en acier. J'ai une porte en verre avec des cadres en aluminium, bien, mon cadre va être en aluminium. S'il est en acier, c'est en acier. Donc, je peux avoir plusieurs types de cadres en fonction des matériaux, en fonction du modèle de cadre que je vais avoir. OK? Comment vous savez que lui est en aluminium? Ben, c'est moi qui détermine si mon choix de porte. Si, exemple, ma porte en verre à l'entrée, là, j'ai choisi mon type de porte, puis j'ai dit, ah, cette porte-là est en aluminium, ben, je vais prendre le même matériau pour faire mon cadre. OK. Oui. Ouais. Donc, c'est en fonction des matériaux qu'on va avoir utilisés. Donc, ça va. Je reviens à mon bordereau. Donc, même principe, hein, j'ai dit que mon C1, exemple, c'est en acier. Ben, si c'est tout du C1, ben, ça va tout être de l'acier ici. La finition, donc est-ce que c'est peint, est-ce que c'est anodisé, est-ce que c'est dépoli, peu importe, ben, c'est à moi de déterminer le fini en fonction de ce que j'ai besoin. L'épaisseur de mur, c'est en fonction de l'ITS, du type de mur que vous avez dans votre projet, vous devez inscrire en fait la largeur. Donc, si vous avez un mur de 6 pouces, c'est un 8, 4, 7, 8, etc., vous indiquez l'épaisseur du mur dans lequel la porte se retrouve. Ce qui va déterminer en même temps la largeur du cadre. Donc, pour les fabricants, les installateurs, ben, ils savent que, OK, ma porte, mon cadre C1, ça va dans un mur de 4 pouces 7, 8, ben, il va pouvoir faire l'installation appropriée sur le chantier en fonction des données de l'épaisseur de mur. Fonction de poignée, donc si j'ai une poignée privée, intimité, etc., donc je vais indiquer, c'est possible dans certains projets qu'il y a certaines colonnes que je n'indique pas, je pourrais supprimer certaines colonnes si le besoin est. Donc, toutes les autres colonnes, c'est encore une fois des zones que vous pouvez inscrire la valeur que vous voulez à l'intérieur. Ces informations-là, comme je disais, vont s'inscrire automatiquement dans le tableau des propriétés de la porte proprement dit. Dernière section, c'est en fait le groupe de quincaillerie on fait le lien, si on veut, avec, je vais aller sur ma page. Donc, je vous ai fait un tableau là, avec différents groupes de quincaillerie. Donc, si vous avez des portes coulissantes en surface, ben, en vert, vous prenez le groupe F. Si vous avez des poignées avec serrure, etc., en fonction du PDF, vous allez pouvoir choisir aussi les groupes de quincaillerie. Soit dit en passant, on s'entend que si j'ai des portes doubles, bien, évidemment, je vais avoir 6 charnières versus une porte simple que je vais avoir 3 charnières. Donc, c'est assez facile à déterminer quel groupe va aller avec mes différentes portes. Donc, on aura juste à indiquer dans notre tableau groupe A, B, C, D, etc. Est-ce que la quincaillerie venait avec le document que j'ai téléchargé sur OneDrive? Absolument.
OK. Donc, vous allez avoir le petit tableau qui, bon, évidemment, il n'y aura rien d'écrit dedans puisqu'il n'y a aucune porte dans le dossier que vous allez prendre. Donc, vous allez le copier dans votre projet. Les portes vont s'ajouter automatiquement. Et ce texte-là, oui, il fait partie de ce document-là. Vous faites un copier-coller directement sur votre mise en page. Est-ce que ça va? Oui, merci. Parfait. Donc, pour le tableau de quincaillerie, ça va. Évidemment, vous devez prévoir des élévations. Donc, c'est des élévations que vous faites à partir de votre vue en plan. Il y en a plusieurs. Ça, c'est l'autre projet. OK. Donc, évidemment, les bulles que je vais mettre dans mon plan, comme ce n'est pas des élévations que je vais utiliser pour faire mes finis, etc., ben, je vais les masquer une fois qu'ils vont être, je vais les avoir placés. Donc, je me mets une bulle d'élévation vis-à-vis mes différents types de portes et je viens tout simplement ajuster mon élévation. Donc, exemple, mon élévation 1A, je pourrais la renommer. Ça va être mon type de porte A, par exemple. Donc, le titre de la vue sera déjà identifié. Je recadre ma vue pour identifier ma porte. J'ai rajouté des lignes de détail. Donc, tout simplement, annoter ligne de détail en ligne cachée. J'ai montré le sens d'ouverture, en fait, les portes à battant sur charnière. Donc, j'indique comment la porte s'ouvre. Je peux mettre du texte dessus pour indiquer ce que j'ai de besoin. Je viens mettre, et les poignées, il y en a plusieurs qui me disaient hey, est-ce qu'on peut intégrer les poignées dans les familles de portes? Oui, si ça vous tente d'aller chercher des familles de poignées sur Internet, dans le cas présent, ce qu'on a fait, on a plutôt dessiné tout simplement directement sur l'élévation la poignée. Je suis venu mettre la poignée à la hauteur que j'ai besoin, donc j'ai mis la cote à 36 pouces, par exemple. Okay? Fait que ça, c'était avec des lignes de détail. Absolument. J'ai dessiné 2 beaux petits rectangles. OK? Puis, si vous êtes pointilleux, pointilleuse, ce que vous pouvez faire, ce que j'avais déjà commencé à amorcer, c'est qu'on s'entend que la poignée passe devant ma ligne de vert. Ben, en fait, dans mon élévation, on sait qu'on peut aller modifier les lignes, les rendre invisibles. Ben, c'est ce que j'ai fait finalement. Je viens sélectionner ma ligne invisible. Je peux aller masquer cette ligne-là. Je vais faire Enter. Parfait. Et je viens tout simplement refaire une ligne de détail pour l'interrompre à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je vais partir ma ligne ici, puis je vais l'arrêter à ma poignée tout simplement. C'est comme si je corrigeais le tir, puisque comme c'est des lignes de détail, il ne va pas masquer les surfaces en arrière-plan. Donc, je viens tout simplement corriger mon élévation en masquant les lignes que je ne veux pas voir et en dessinant les lignes que je veux illustrer. Est-ce qu'on pourrait pas juste faire une petite zone de blanc opaque sur la poignée, genre? Absolument, aussi. Donc, très, très bonne idée. On pourrait rajouter effectivement une zone de masquage sur la poignée. Il n'y a aucun problème là. Je voulais montrer en fait qu'on peut masquer certaines lignes parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des, même c'était le cas ici, il y avait une petite ligne oblique qui apparaissait dans la porte comme telle. Bien, je suis venu la masquer en la rendant invisible à ce moment-là. Donc, je peux en tout temps masquer s'il y a des petits défauts. Ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, je peux les masquer. Oui, non, peut-être. Donc, le principe, c'est qu'au final, ma porte soit représentative, donc mon élévation de porte type A. Donc, je pourrais aller dans mon arborescence, aller renommer ma vue. Comme ça, quand je vais glisser ça sur ma mise en page, bien, je vais avoir déjà le titre dans ma bulle et je vais pouvoir
étiqueter en fait ma vue de présentation sur ma page. Donc, à vous de voir habituellement les élévations de porte, vous les mettez à quelle échelle? Faudrait que je vérifie dans un document cadre, je ne sais pas par cœur. Bon, les élévations, tout dépendant de l'espace qu'on a, si on maximise notre feuille de plan de construction, puis là, on commence à avoir pas mal de stock, il va y avoir les coupes de murs, etc. Il y en a plusieurs qui les ont déjà mis, excellent. On peut faire une feuille annexe pour le tableau de porte. Donc, si on a juste le tableau de porte, puis les élévations, puis le tableau de quincaillerie, ben, on peut aller mettre nos élévations à un demi-pouce égale un pied facilement. OK? Est-ce que ça va pour ça? Relativement simple, le bordereau de porte avec les élévations. Tout le monde? Ouais. Ça va? Parfait. Au niveau de l'étiquetage, ouais, là, j'en ai eu de toutes les sortes, toutes les couleurs. C'est normal. En fait, je vais faire un exemple avec les éléments de plomberie qui sont là, par exemple. Donc, si je viens d'en annoter dans mon plan, dans le cas présent, dans mon plan d'aménagement, si je prends la section étiquette, les étiquettes, c'est en fonction de la catégorie de la famille. OK? Ça veut dire que si je prends une étiquette appareil sanitaire, ben, il va aller étiqueter que les appareils sanitaires dans mon plan. OK? Ces étiquettes-là que je prends dans cette zone-là sont en lien avec les nomenclatures qu'on a, on a nommées, en fait, étiquettes. OK? Ça, c'est le principe idéal à utiliser quand on veut faire du BIM. C'est-à-dire que ma famille, je vais aller la télécharger de mon fabricant. Il y a toutes les composantes à l'intérieur. Tout est relié. Parfait. Je mets l'étiquette dessus, puis je fais ma nomenclature. Puis toutes les sections, dans un monde idéal, vont se remplir tout seul. C'est-à-dire le modèle, la couleur, etc. Tout va s'inscrire de façon systématique. Ça, c'est dans un monde idéal, dans un futur proche, toutes les familles vont être bien composées, puis c'est ça que j'utilise pour faire ça. Donc, si j'essaie de faire ça présentement, je viens chercher mon étiquette, je dis, OK, moi, je veux faire mes étiquettes pour mes appareils sanitaires. Donc, je viens sélectionner la section sanitaire et je fais appliquer. Je m'aperçois qu'il a mis des étiquettes sur certains éléments, puis cet élément-là, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que cette famille-là n'a certainement pas la bonne catégorie. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas mis. Donc, premier réflexe que j'ai, c'est d'aller vérifier quelle catégorie a été attribuée à cette famille-là. Ça, c'est aussi bon pour vos in-situ. Si jamais vous créez des in-situ puis vous vous êtes trompé de catégorie, bien, vous pouvez toujours aller les changer. OK? Donc, si je sélectionne ma famille ici, puis je lui dis, je vais aller la modifier. Donc, si je clique sur modifier, il va entrer dans la famille. Et là, si je regarde dans ses propriétés, j'ai un petit onglet qui m'indique catégorie de la famille. Donc, si je regarde là-dedans, je me rends compte que la catégorie qu'ils ont utilisée, c'est un modèle générique. Donc, c'est normal que dans mon dessin, quand je lui ai demandé de mettre une étiquette sanitaire, il ne l'a pas reconnu. Donc, à ce moment-là, c'est à moi de dire, OK, je vais faire un correctif, puis je vais aller chercher la catégorie appareil sanitaire. Je vais charger cet élément-là dans mon projet. Je vais remplacer la version existante dans mon dessin. Et là, si je refais ma séquence annotée, bon, je sais que j'en ai juste un à noter. Je ne suis pas obligé d'aller dire, ah, tout étiqueté, les sanitaires sont déjà étiquetés. Donc, je vais aller chercher juste une étiquette ici. Et là, il me met l'étiquette automatiquement. OK? L'étiquette qu'il a ajoutée, il met une petite ligne repère. Si j'en veux pas, je vais pouvoir l'enlever sans problème. Vous allez remarquer qu'il y a déjà un numéro dedans. Ça veut dire que dans la famille, ils avaient déjà indiqué la marque de type, puis il y avait déjà écrit, par exemple, P2 dedans. OK? Donc, si je sélectionne
ma famille, puis je lui dis, ah, je vais aller voir les informations qu'ils ont mis dedans. Donc, si je fais modifier le type ici, on descend, on voit que la marque de type, c'est P2. Moi, si ce n'est pas ça que je veux, je peux aller la changer. Donc, ça, par exemple, c'est ma plomberie 1, je veux que ce soit celle-là, je l'applique. Je vais faire OK. Maintenant, ça s'appelle P1. Là, ce sera à moi de dire, OK, ça, c'est P2, P3, P4, etc. OK? L'avantage de ces étiquettes-là, c'est que là, si je viens dans mon tableau puis je viens chercher étiquette appareil sanitaire, par exemple, bien là, le tableau va déjà être amorcé puis il va aller chercher ces informations-là en fonction de la famille qui a été constituée. Je disais tantôt que la ligne repère, je peux l'enlever. Bien, vous sélectionnez votre petite étiquette et vous venez dans votre tableau des propriétés. Vous pouvez enlever votre ligne repère et positionner votre symbole à l'endroit où vous voulez l'avoir. Pour les autres, évidemment, mais je vais rentrer dans les cases puis je vais aller remplir la valeur que je veux avoir à l'intérieur, tout simplement. Donc, deux façons de faire. Vous pouvez entrer dans le tableau, puis vous faites toujours aller dans votre tableau des propriétés. La marque de type, c'est en fait, puis vous regardez hein, cette composante-là de sanitaire, ils ont inscrit vraiment tous les modèles, tout le modèle, etc., même les liens pour aller les chercher sur Internet. Donc, on peut aller loin dans l'information qu'on a là-dedans, puis on peut aller lui dire, OK, celui-là, c'est P2. Donc, il va inscrire automatiquement ça. Si je regarde le tableau en lien avec ça, là, je vois ici P1, ma douche. Donc, il va chercher l'information de la famille automatiquement de cette façon-là. Okay? Donc, ça, c'est quand je fonctionne avec les étiquettes. Si je m'aperçois qu'il y a une famille qui n'est pas capable de mettre une étiquette dessus, je viens vérifier tout de suite dans quelle catégorie ils ont mis cette famille-là. OK? S'il y a des lignes supplémentaires qui s'ajoutent, on pourra les enlever au besoin. Donc, on peut supprimer des lignes. Il faut juste faire attention quand on supprime des éléments. Là, présentement, mes étiquettes ne sont pas encore nommées. Donc, c'est possible que c'est à cause de ça qu'il y a des lignes supplémentaires. Donc, j'ai remarqué, là, il y en a plusieurs qui disent « Ah, ben là, il y a des lignes que je ne veux pas, je les supprime. » Faites juste attention. La ligne qui est là est en lien avec un objet qui est dessiné ou inséré dans votre maquette. Donc, si vous ne voulez pas supprimer des éléments, ben, on va aller, première des choses, aller numéroter chacune de nos étiquettes pour voir si c'est vraiment ça qui se passe. Si ce n'est pas ça au final, on pourra ajouter un filtre dans notre tableau, dans notre nomenclature pour lui dire, ben regarde, moi, ce que je veux que tu m'affiches, c'est tout ce qui commence par P1 ou par P, par exemple. Puis, les autres éléments, je ne veux pas que tu les affiches. Okay? Donc, ça, on pourrait faire ça d'emblée. Puis ça, vous pouvez faire ça dans toutes les nomenclatures si jamais vous apercevez qu'ils rajoutent un certain nombre de lignes que vous ne voulez pas avoir, puis vous pouvez les modifier. Donc, si je peux cliquer sur filtre, ben, je peux lui dire ici, OK, moi, les marques de type, je veux que tu me donnes les éléments qui commencent avec un P, par exemple. P majuscule, par exemple. Et je fais OK. Donc, il vient enlever toutes les zones qui auraient pu être nommées avec d'autres appellations, d'autres, puis s'il y a des lignes en trop, il va les enlever d'emblée. Puis ça, c'est effectif dans chacune des nomenclatures que vous faites dans vos projets. Je vais revenir à mon dessin. Est-ce que ça va pour l'identification par rapport aux familles? Oui. Oui. Donc, les étiquettes de famille en lien avec la nomenclature famille, ça fonctionne super bien. Là où j'ai un problème aussi, ben un problème, c'est pas un problème, mais c'est en fait comment on fait pour gérer tout le mobilier qu'on a dans notre projet, puis définir en fait que j'ai du mobilier sur mesure, j'ai du mobilier acheté, j'ai du mobilier, des équipements spécialisés.
bien, chacun des éléments qui sont dans mon dessin présentement, c'est à moi de définir comment je veux les répertorier. Évidemment, le moyen le simple de faire la chose, c'est de dire, OK, moi, tout ce qui est affiché, peut-être à part ce qu'il y a dans le gym, là, mais tous les autres éléments, je prends la catégorie mobilier, puis je vais les numéroter dans l'ordre que je veux. Par exemple, tout ce qui est acheté, je vais faire de M1 à M18. Tout ce qui est sur mesure, de M19 à M27, par exemple, ben, je sais à ce moment-là que même si c'est la même catégorie, je peux avoir 2 tableaux, puis je vais ajouter un filtre pour lui dire, ben, regarde, de M1 à M17, c'est mon mobilier système, par exemple, puis de M18, etc., je veux que tu me montres les éléments qui sont sur mesure. Donc, si on utilisait cette méthode-là, ben, je pourrais faire ça, dire, OK, dans mon mobilier, qu'est-ce qu'ils ont mis, eux autres, dans l'appellation? Oui, il a déjà été renommé dans ce dessin-là, hein, je crois. Oui, mobilier autoportable. Donc, si je prends ça, puis là, si vous regardez, là, dans mon dessin, moi, j'avais de M1 jusqu'à M27, là, par exemple. Mais ici, j'ai indiqué, j'ai ajouté un filtre, puis je lui ai dit tout ce qui commence par M seulement. Donc, ça fait déjà un tri. Deuxième condition, plus petit ou égal à M17. Donc, tout ce qui est de M1 à M17, ben, je veux que tu me l'affiches dans ce tableau-là. Donc, ça veut dire que je pourrais nommer cette nomenclature-là, puis dire, OK, ça, c'est mon mobilier système, mon mobilier autoportant. Je duplique ma vue. Il y a encore des gens qui se connectent. Donc, je duplique ma vue, puis là, ce que je vais faire, ben, je vais lui attribuer un autre filtre, puis je vais même pouvoir le renommer, évidemment. Donc, si je duplique la vue, puis je le renomme, je pourrais le renommer, ben là, mon filtre, je pourrais lui dire, ah, moi, finalement, dans le deuxième tableau, je veux que tu commences, donc, je pourrais changer si on veut, ma condition, puis là, lui dire, ah, plus grand que ou égal à M18, par exemple. Donc là, il va me faire mes éléments. Puis j'avais dit, ah, de M18 à M23, c'était effectivement ça, c'était du mobilier sur mesure. Bien là, mon tableau, je pourrais l'appeler mobilier sur mesure. Oui, non. C'est une méthode. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'en est une. OK? Donc, ça me permet à ce moment-là d'avoir 2 tableaux, puis de faire des distinctions entre mes différents mobiliers, sans même avoir à me casser la tête avec les catégories de mes familles. Comprenez-vous un petit peu l'astuce? Ouais. Ouais. OK. Ouais. Je sais pas si c'est. Je sais pas, je trouve pas la méthode attirante. Attirante, OK. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'en est une, OK? On s'entend que là, si je veux rajouter un élément dans mes éléments sur mesure, ben, il faut que je continue ma liste en m'assurant que les numéros se suivent, etc. Bon, c'est peut-être pas la méthode la plus efficace. L'autre méthode, c'est de dire, en fait, tout ce qui est mobilier système, effectivement, je vais utiliser la catégorie mobilier. OK? Donc, d'emblée, c'est ça que j'ai dans mon dessin. J'ai rajouté des in situ. Je dis, ah, ben moi, la catégorie que j'ai attribuée à ça, j'ai mis mobilier aussi. Donc, elle s'ajoute automatiquement dans mon tableau, dans ma nomenclature mobilier. Mais c'est peut-être pas ça que je veux. Ce que je veux faire plutôt, c'est qu'exemple, ce in situ-là, je dis ça, c'est un mobilier qui est sur mesure. Si je fais la même procédure que tantôt, je vais aller modifier la chose, puis je regarde sa catégorie, ben, je peux lui dire à ce moment-là, ah, j'ai un autre catégorie, meubles de rangement, et cette catégorie-là, je pourrais
utiliser l'étiquette en lien avec ça et me faire une nomenclature. Puis là, elle va être complètement séparée. Et là, je pourrais l'appeler MS1, MS2, MS3 ou peu importe comment je veux les appeler. J'ai une deuxième catégorie maintenant. OK? Donc, de cette façon-là, quand je vais étiqueter mon mobilier, évidemment, c'est possible qu'ils me disent, ah ben là, l'étiquette pour cet élément-là, oh, il ne met pas d'étiquette. Donc, on va aller tout simplement charger la famille, étiquette mobilier de rangement, que j'ai mis dans OneDrive. Donc, ça, vous l'avez dans votre OneDrive, dans les familles Revit. Donc, si je l'ajoute, maintenant, quand je fais annoter ma famille mobilier de rangement, je peux l'étiqueter. Et je pourrais le nommer comme je veux. Hein. Donc, c'est une nouvelle catégorie. Donc, je peux l'appeler MSM pour mobilier sur mesure 1. OK? Puis là, à ce moment-là, je vais me faire une nomenclature qui va être en lien avec l'étiquette mobilier de rangement. Donc, je vais pouvoir avoir un deuxième tableau qui va être complètement distinct. Pas besoin de me casser la tête avec la numérotation de 1 à 20, c'est telle affaire. Donc, je vais avoir vraiment une catégorie et un tableau en lien avec ma catégorie que je viens de faire. Donc, à moi de dire, OK, tout ce qui est sur mesure à ce moment-là, je prends mes in situ, puis je dis, OK, ça, cet élément-là, c'est fait sur mesure. Je vais le mettre dans la catégorie meubles de rangement. Je fais OK. Puis, je vais pouvoir remettre mon étiquette. Comme j'ai maintenant, encore une fois, une nouvelle catégorie, bien, je vais pouvoir l'attribuer à ma nomenclature. Okay? Donc, c'est à moi de déterminer à ce moment-là, dans mes in situ, ça fait partie de quelle catégorie. Hein? On s'entend que la table ici, la salle polyvalente, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était qu'ils ne trouvaient pas la famille, c'était une famille Artopex, ils ne trouvaient pas la famille parce qu'elle était juste dessinée sur CAD. Bien, ils ont fait un petit in situ. Bien, c'est à moi à ce moment-là de dire, OK, bien, cette table-là, je vais la mettre dans catégorie mobilier parce que je veux qu'elle soit dans mon tableau de mobilier système. C'est fait par Artopex, ce n'est pas sur mesure. Je peux, à ce moment-là, choisir la catégorie que je veux avoir pour que ma marque de type soit dans le bon tableau. Donc, c'est à moi de déterminer ce que je veux comme catégorie. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Okay. Dernier truc, et non le moindre, bon, il y en a encore deux. Honnêtement, là, moi, j'ai regardé les dessins des années antérieures où je ne donnais pas les cours de Revit. Et même dans ces dessins-là, je me suis aperçu qu'il y avait des zones qui ne réussissaient pas à remplir dans les tableaux. Ben, ils mettaient du texte. Hein? Il est préférable de régler le problème si vous n'avez pas le temps. En dernier recours, là, vous apercevez que dans une zone de votre tableau, vous n'arrivez pas à inscrire l'information. Pour X raison, la famille ne fonctionne pas bien. La catégorie dans laquelle ils ont mis les éléments, vous ne pouvez pas la changer, peu importe. Ben, l'information, c'est l'information qui prime au final. Donc, si vous arrivez dans un projet et vous dites, hey, je ne suis pas capable de mettre l'information, allez écrire sur votre mise en page, allez mettre du texte dans le tableau, tout simplement. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Hein. On s'entend, là, on est loin du BIM, on est loin de l'information qui est liée à la maquette, mais c'est un moyen de s'en sortir quand même pour qu'au final, ben, l'information est là. L'entrepreneur, il a l'information, puis c'est ça qui prime au final. OK? Puis on le voit là, dans les bureaux, là, encore aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait au point. Puis ils vont régler certains problèmes par on va mettre l'info, puis ça finit là. OK? Donc, dites-vous que ça peut arriver qu'on n'ait pas le choix de mettre du texte, mais l'important, c'est qu'on ait l'information. Dernier point, c'est en fait les
nomenclatures qui sont répertoriées par symboles. OK? Les symboles, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un bloc AutoCAD, si on veut, auquel on peut lui attribuer certaines informations. OK? Pour X raisons, j'ai des familles que je n'arrive pas à changer la catégorie, mais j'aimerais ça les répertorier. Ben, vous avez la section symboles. Et là, vous avez, bon, par exemple, les étiquettes divers ou équipements divers ou électro, vous avez des symboles. Et ces symboles-là, si je fais un exemple, je prends ce D1 par exemple, puis je mets D1 ici, bien, en fait, c'est l'étiquette qui comporte le modèle, la compagnie, etc. Donc, ce n'est plus la famille qui est qui fait foi des informations, mais c'est l'étiquette. Okay? Le danger avec cette méthode-là, c'est que si moi je prends D1 ici, puis je remplis le descriptif, la compagnie, le fini, etc., oui, il va faire la nomenclature, c'est parfait, j'ai aucun problème là. Mais si j'ai fait une erreur et j'ai mis D1 sur cet élément-là, il n'y a rien qui justifie en fait la coordination de l'information n'est plus liée à la famille, donc l'erreur est humaine à ce moment-là. C'est moi qui ai mis l'étiquette à cet endroit-là. C'est moi qui ai décidé de le mettre là. Okay? Contrairement à une étiquette en lien avec la famille, lui, il va chercher l'information qu'il y a à l'intérieur. Donc, les risques de se tromper sont moindres, okay? Versus le symbole. Mais au final, c'est une autre méthode pour s'en sortir aussi. Et c'est pourquoi ils ont ajouté là, des nomenclatures pour les différents symboles. Bon, il y a des nomenclatures qu'on a comme pas le choix, là, les plafonds, les finis d'ébénisterie, les finis aussi. C'est des symboles qu'on doit mettre puisqu'on ne peut pas, ça va être des symboles graphiques pour dire, OK, tel mur est P1, telle section, c'est du stratifié, ben, c'est des symboles qu'on utilise. C'était ça, prime abord, l'utilisation de ça. Mais on se rend compte que dans les bureaux, ils ne se cassent pas trop la tête, puis quand il y a une famille ou une composante qui ne fonctionne pas bien, ils viennent te mettre un beau petit symbole, puis ils disent, OK, ça, c'est un électro avec telle affaire. Donc, ça aussi, c'est un moyen de contourner les erreurs qu'on peut retrouver puisque les familles qu'on télécharge, bien souvent, ne sont pas encore vraiment à point. Donc, c'est une façon aussi de s'en sortir. Oui, non, peut-être. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous Oui, comprenez la différence entre les deux, là? ouais. Oui. Donc, l'idéal dans nos projets, c'est vraiment d'utiliser les étiquettes le plus possible pour nos différents éléments, puis d'arriver au final à avoir toute l'information. Si pour X raison, on n'y arrive pas, c'est là qu'on va utiliser les symboles. Donc, voilà la porte de sortie qu'on peut faire pour nos nomenclatures. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Oui, OK. Là, est-ce que vous avez des questions par rapport au plan de plafond, par rapport aux besoins électriques? Au plan de plafond, là, Oui. il n'y avait pas vraiment d'exemple dans le PDF, c'est ça? Absolument pas, c'est ça, il n'était pas fait du tout. Est-ce qu'on Donc, pourrait nous montrer comment vous le vouliez exactement? Parce que là, je ne suis pas sûre s'il manque des éléments ou. OK, moi, le premier jet de votre plafond, là, c'est de déterminer les différents types que vous allez faire dans chacune des pièces, les différentes hauteurs que vous allez faire dans chacune des pièces. Ce qui n'a peut-être pas été mentionné la semaine dernière, puis il faut faire attention, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en périphérie, on a un mur rideau, puis on a une certaine contrainte d'auteur. Donc,
on s'était dit que pour la section avant ici, c'était du plafond de gyps, par exemple, pour toutes les zones salles polyvalentes, rencontres et présentations et directeurs. Ben, faites attention que si vous ne mettez pas votre plafond à la bonne hauteur, ben, il risque d'être plus bas que. Est-ce que vous vous rappelez à quelle hauteur il était, le mur rideau en façade? Ça n'a pas l'air. Je pense que non. OK. Donc, dans le fond, là, on avait une base, ben, si on prenait le côté ici, on avait une base de 12 pouces. Notre plafond, notre dalle est à 12 pieds, puis on avait un 6 pouces à partir de la dalle qu'on décalait vers le bas. Donc, ça fait ni plus ni moins qu'un mur rideau, le haut du mur rideau est à 11 pieds 6. Donc, si vous mettez un plafond de gyps à cet endroit-ci à 10 pieds, ben, on va avoir de l'extérieur, on va voir une bande de gyps plus bas par rapport à la jonction entre le plafond et mon mur rideau. Donc, il faut nécessairement, si je veux prévoir un plafond plus bas, puis c'est le cas, on s'était dit qu'on devait garder au minimum un pied dans la zone majoritaire là, de notre espace, prioritairement pour passer notre ventilation, électricité, etc. Ben, ce qu'il va falloir faire, c'est de se prévoir une première partie de plafond à 11 pieds 6, puis descendre notre plafond à 10 pieds si on veut pour la partie centrale. Donc, faire un départ, si vous voulez, à la hauteur du décroché de notre mur rideau en façade. Donc, si on regarde dans le 3D, là, par exemple, dans ce dessin-là, ça va bien? J'ai Revit qui ne répond pas ce matin. Je viens de planter le live en Zoom. Cool! Sinon, entre-temps, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Pas trop, là. OK. Je vais aller me chercher, tiens, celui-là. Ouais, j'aimerais mieux. Ouais. Bon, en fait, on peut y aller en perspective, là, c'est pas dramatique. Mais l'idée, là, c'est que le haut de nos murs, on est à 12 pieds. Puis en périphérie, là, on a une bande de 6 pouces, si on veut. Donc, on est à 11 pieds 6 là, pour arriver au niveau de notre mur rideau. Donc, nécessairement, je dois prévoir une zone de plafond de gyps à 11 pieds 6 pour arriver au même niveau que ça. Je peux garder un pied, 2 pieds de délimitation si je veux, mais je vais descendre la partie centrale à la hauteur que je veux avoir, c'est-à-dire si je veux le mettre à 10 pieds, ben, je vais faire juste la partie centrale de ma pièce à 10 pieds. OK? Donc, dans le fond, si je viens dans mon plan de plafond réfléchi, qui n'est pas amorcé dans ce cas-ci, donc dans la pièce que je parlais ici, si je viens placer un plafond de gyps, le premier plafond que je vais placer, ça va être un plafond à 11 pieds 6 pouces. Puis je vais venir le positionner par esquisse, c'est-à-dire que je veux pouvoir définir, si on veut, le contour de mon plafond. OK? Donc, je viens faire finalement la jonction avec mes murs, avec ma périphérie.
D'accord? Donc, ça va être mon plafond général à 11 pieds 6 pour que ça arrive exactement au même niveau que mon mur rideau. Puis si je veux faire une partie centrale, ben, je peux définitivement me faire une partie centrale, faire un trou là-dedans, par exemple. Je pourrais déterminer les dimensions après, mais c'est juste pour vous montrer le principe. J'ai une partie de gyps à 11 pieds 6, puis la partie centrale, je vais me créer un nouveau plafond, puis celui-là, je vais le mettre à 10 pieds. Donc, dans cette partie-là, nouveau plafond, je vais le placer celui-là à 10 pieds. Il va correspondre exactement, donc avec esquisse encore une fois, exactement avec la perforation que je viens de faire ici. Si je regarde en 3D ce que ça a l'air, ce truc-là, bon, évidemment, je suis en plongée, là, pas grave. Donc, on voit qu'on a un plafond, là, on voit qu'il y a un espace entre les deux, puis c'est normal. J'ai un plafond à 11 pieds 6, puis un plafond à 10 pieds. Donc, l'idée, là, ça va être de relier ces deux plafonds-là ensemble. Pourquoi? Parce qu'on s'entend que si j'ai une retombée de plafond, j'ai nécessairement une partie verticale qui va relier le plafond de 11 pieds 6 avec celui de 10 pieds. Donc, si je prends mon plafond ici, je vais aller modifier le type. Présentement, là, l'épaisseur de mon plafond, la structure, là, elle fait 3 pouces. On s'entend que ça me prend au moins 1 pied 6 pour relier ici. Puis, honnêtement, mon plafond qui est suspendu doit être relié à la dalle. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement lui dire que mon épaisseur ici fait. Donc, je pars de 10 pieds pour me rendre à 12 pieds. Il va faire 23 pouces et demi plus mon épaisseur de gyps. Donc, je vais avoir ni plus ni moins qu'une partie centrale qui va monter. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'aurais dû me préparer des petites vues en. Donc là, on voit le plafond qui rentre à l'intérieur, il descend de 2 pieds par rapport à mon plafond qui est à 11 pieds 6. Donc, la structure de mon plafond central du milieu, en fait, vient se relier directement à ma dalle de plafond. Donc, quand on fait nos plafonds, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on fait notre plafond hauteur générale à la hauteur que j'ai besoin. Je viens faire ma retombée au centre, donc j'ai fait un trou, puis j'ai ni plus ni moins fait un nouveau plafond à l'intérieur. Quand je viens pour placer mes étiquettes, c'est les étiquettes de plafond que je veux avoir. Donc, j'ai un plafond à 10, puis j'ai un plafond à 11 pieds 6 pour la périphérie. Oui, non, peut-être. Oui. Donc, quand il viendra le temps de placer nos luminaires, ben, on va aller charger les familles de luminaires, puis on va venir tout simplement positionner des encastrés, des fluorescents aux endroits qu'on va avoir de besoin. Donc, l'idée, c'est que dans chacune des pièces, ma première étape, c'est de venir définir si c'est un plafond en gyps ou en tuile, la hauteur à laquelle je veux placer mon plafond en tuile ou en gyps. Puis, après ça, je vais venir placer mes appareils, mes symboles d'interrupteurs. Vous, quand vous faisiez des plans d'éclairage, est-ce que vous utilisiez des lignes pour faire vos circuits électriques ou vous utilisiez les lettres? Ça dépend de l'ampleur du projet. Je sais que parfois on utilisait les lignes, mais comme avec Daniel, elle m'a dit de mettre les lettres.
c'était excellent. Donc, les deux principes sont bons. Puis effectivement, en fonction du niveau de complexité de notre plafond, moi, j'ai tendance à utiliser toujours les lettres. Ça évite d'avoir à avoir plein de petits spaghettis de lignes, là. Donc, le plan reste beaucoup plus lisible, puis on vient mettre des cotes pour les localiser avec des lignes d'axe ou autres. Mais l'idée, c'est que le plan soit lisible le plus possible là, dans nos dessins. Donc, on va faire en sorte qu'au final, on n'ait pas à agrandir notre plan pour venir coter ou mettre des notes spécifiques. Ben, donc, l'idéal, c'est vraiment moi, en tout cas, dans mon cas, je mets toujours les lettres à côté de mes symboles électriques. C'est du texte, carrément. Oui, non, peut-être? Donc, vous avez quand même pas mal de stock à faire aujourd'hui. Bordereau de porte, nomenclature sur vos différents plans. L'idée, là, dans les nomenclatures aussi, là, c'est de pouvoir prendre l'information puis de la distribuer où j'en ai besoin. Donc, on sait que dans notre plan de construction, les sanitaires sont là. Je veux l'avoir, mon tableau de sanitaire. Donc, je vais prendre la nomenclature que j'ai besoin puis je vais la mettre sur ma mise en page. Dans mon plan d'aménagement, ils sont tous là, mes éléments. Il faut que je les décrive. Ben, si j'ai des tableaux distincts, ben, je vais pouvoir les utiliser pour faire, par exemple, je pourrais faire un plan de mobilier sur mesure, par exemple, puis avoir cette nomenclature-là, je pourrais la réutiliser dans d'autres plans si je le veux, puisque je les ai séparés. Donc, c'est le but, là, dans le fond, d'avoir des nomenclatures par catégorie, ce qui va nous permettre si j'en ai besoin dans d'autres plans, ben, je vais pouvoir prendre juste la portion que j'ai besoin. Par exemple, dans mon plan de construction, je veux énumérer mon mobilier fixe, puis j'ai un tableau, j'ai tout mon mobilier autoportant, puis le mobilier fixe, c'est tout pris ensemble. Ben, c'est difficile de prendre tout ce tableau-là puis de l'amener sur mon plan de construction. Ben, puis ça, c'était une autre question aussi que je sais pas si je l'avais posée dans ce groupe-ci. Je ne sais pas si c'est une d'entre vous qui m'avait demandé dans les semaines antérieures. Dans le plan de construction, comment vous illustrez le mobilier fixe? Certains me disaient en pointillé, certains autres me disaient en trait plein. Puis pourquoi, en fait? Donc, dans votre cas, dans votre plan de construction, si vous avez du mobilier fixe à indiquer, vous l'indiquez comment? Je vais mettre un point d'interrogation au bout de ma phrase. J'ai pas compris la question. OK, la question est dans votre plan de construction, vous devez illustrer votre mobilier fixe, OK, puisque c'est l'entrepreneur qui l'installe, par exemple. Vous l'illustrez comment? En pointillé, en trait plein? Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Je veux juste savoir comment vous l'illustrez. Je pense en très plein. Je sais pas. Non, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui me disaient ah, nous, en PDX 1, on le mettait en pointillé. J'ai demandé pourquoi. Bien, en fait, c'est parce qu'il y avait une raison. Dans votre projet en PDX 1, vous aviez une section qui était existante, vous aviez du nouveau. Donc, vous aviez du nouveau mobilier fixe puis du existant. Pour faire la distinction entre les deux, bien, vous avez décidé de mettre l'existant, par exemple, en pointillé. Mais il ne faut pas généraliser non plus. Quand on applique une façon de faire, c'est de dire il y a une raison à ça. Puis, c'est vraiment un cas particulier. Dans le cas où je fais de la réno, c'est bien possible moi, que dans mon plan, là, j'ai des portions qui sont existantes de mobilier fixe. Dans mon plan de construction, si l'entrepreneur ne voit pas la différence entre les deux, ben, il va vous appeler et il va vous dire hey, dans ta salle de bain, là, la vanité, est-tu existante ou je la remplace? Qu'est-ce que je fais avec? Donc, c'est dans cet ordre d'idées-là qu'au final, les plans, on ajuste notre convention graphique en fonction des besoins du projet. OK? Donc,
éviter de toujours dire ah, c'est de même, je l'ai fait, puis on le fait tout le temps de même. C'est pas vrai. Donc, il faut vraiment s'ajuster en fonction des conditions de notre projet, du niveau de complexité aussi, qui va apporter une nuance. Puis en fait, en bout de ligne, c'est que ça devienne, l'information soit claire. Donc, voilà. Petite parenthèse sur les conventions graphiques. OK? Puisque de toute façon, dans un plan de construction, si j'ai du mobilier fixe à mettre, puis c'est tout du nouveau, mais il est en très plein. Pourquoi? Parce que c'est du nouveau, puis l'entrepreneur, il doit l'installer. Il doit prévoir des perforations pour installer vos éviers, vos lavabos, peu importe dedans. Donc, puis le 90% du temps, c'est l'entrepreneur qui les installe. Donc, c'est pour ça qu'on les met à notre plan de construction. Je vais terminer mon petit laïus là-dessus. Donc, oui. Sur le plan de plafond, est-ce que vous voulez qu'on mette des appareils d'éclairage? Oui, mais comme j'ai mentionné, il n'y aura pas de points attribués il n'y a pas de calcul d'éclairage dans ce cas-ci. Hein? C'est juste de placer nos symboles. Donc, prévoir des fluorescents, exemple, vous pourriez mettre des encastrés partout, là, mais on s'entend que dans les zones où on a des plafonds en tuiles acoustiques, vous pouvez mettre des fluorescents, surtout pour le gym, etc. On n'a pas besoin de mettre des encastrés. Donc, les fluorescents, ça va. Comme j'ai dit, il n'y a pas de calcul de lumen là-dedans. Là. Moi, je veux juste qu'on positionne nos symboles, dans le fond, d'avoir un jeu de plan au final on peut se fier. On a mis les cotes, on a positionné. On n'a pas fait le calcul d'éclairage. Par contre, on a un plan qui est complet quand même. Donc, toutes les informations sont là. Les différents types de plafonds, les hauteurs, les cotes pour positionner nos appareils d'éclairage. En fonction de votre protocole que vous avez fait en PEDEX, c'est toujours la même chose de toute façon. Donc, les conventions de base restent toujours les mêmes. Puis, on s'ajuste en fonction de la complexité des projets. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. En fait, pour les liens électriques, je n'ai pas de contraintes là-dessus. À vous de voir si en bout de ligne, si ça devient illisible, ben, utilisez les lettres là, à ce moment-là. Donc, si vous apercevez là, que dans une pièce. Oui, pardon? Les appareils, excusez, est-ce qu'ils sont dans les symboles ou. Quand vous chargez les familles, là, directement dans les familles de Revit, vous avez les familles. Appareil sanitaire, appareil d'éclairage. Donc, vous avez les familles Eureka, vous avez les encastrés, les suspensions, les fluorescents et les LED. Donc, vous avez toutes les catégories que vous pouvez télécharger là, dans votre projet. Donc, j'en ai mis quand même pas mal. Vous avez des encastrés CVM, ça, c'est les standards, donc les suspensions, les encastrés carrés, etc. Donc, vous avez les panneaux de sortie aussi, les luminaires d'urgence qu'on pourrait, comme c'est un projet bureau, on pourrait les placer au niveau de nos sorties, les panneaux de sortie, les panneaux d'éclairage d'urgence. Fluorescents aussi. Donc, vous avez vraiment toutes les familles que vous pouvez incorporer à votre projet. Donc, c'est vraiment des symboles à ce moment-là. Est-ce que les symboles d'urgence, les sorties d'urgence, il faut les coter, ça, ou on les met juste au-dessus d'une porte puis c'est comme standard de le mettre au centre, genre? Ben, en fait, idéalement, ce serait de les positionner comme c'est des éléments qui sont plus spécifiques. J'aurais tendance à dire, vous pouvez mettre une note spécifique, hein, de les centrer sur les sorties à ce moment-là, sans avoir à venir placer les cotes exactes. L'idée, c'est qu'ils soient visibles en tout temps et qu'ils soient centrés sur les sorties. Donc, on peut mettre une note spécifique si on ne veut pas mettre de cote dans ce cas-là. Ok, merci. D'accord? Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Avez-vous assez d'infos pour poursuivre? Oui. Oui, tout le monde? Oui, merci. Ouais.
Donc, j'arrête le partage, je reste en arrière-plan, puis s'il y a quoi que ce soit. Puis de toute façon, moi, je continue la correction en arrière-plan. Donc, je suis disponible si vous avez des questionnements. Donc, j'arrête le partage. Je vais faire comme je fais habituellement. Donc, j'ai pris l'habitude maintenant d'arrêter la séance Zoom pour pouvoir extraire la capsule vidéo, pour pouvoir la produire le plus rapidement possible, pour pouvoir la mettre en ligne. Je repars la séance Zoom là, dès que la conversion est faite. Donc, ça peut prendre 5 ou 10 minutes. Là. Est-ce que ça vous va? Oui, Oui, prendre un merci. peu de temps. Excellent. À tantôt alors. À tantôt. Donc, petit ajout par rapport à tantôt, quand vous constituez vos plafonds, assurez-vous de dupliquer et de créer un plafond pour chaque hauteur que vous avez besoin. Donc, moi, je me suis fait un plafond pour 11 pieds 6, donc j'ai cliqué nouveau plafond gyps 11 pieds 6. J'ai modifié le type, je l'ai dupliqué, je lui ai donné un nom, donc je peux à ce moment-là modifier sa structure pour qu'elle ait la hauteur requise. Même principe pour celui du milieu. Je l'ai dupliqué, je l'ai appelé plafond à 10 pieds, puis je me suis assuré que la structure aille jusqu'à la dalle. Donc, à partir de 10 pieds, j'ai mis une hauteur de 24 pouces au final. Celui de 11 pieds 6 fait 6 pouces d'épaisseur. J'ai changé la structure à ce moment-là pour lui donner, en incluant mon gyps, l'épaisseur de la structure à 5 pouces et demi. Ça me donne 6 pouces au total. Si je prends l'exemple du plafond 24 pouces, donc j'ai 24 pouces de hauteur, je vais l'appeler plafond à nouveau plafond de gyps à 10 pieds. Donc, de cette façon-là, je peux me créer un plafond type pour chaque hauteur que j'ai besoin. Puis, on voit bien là, que le logiciel vient en fait montrer l'épaisseur de la structure de mon plafond. Donc, qui va se relier directement à ma hauteur que j'ai besoin. OK? Donc, vous devez vous créer un plafond pour chaque type que vous voulez avoir, chaque hauteur que vous voulez avoir.